Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto. Alors cette fois-ci c'est un sujet un peu psychologique, même beaucoup psychologique, et également un sujet qui est technique. On va se parler du biais de survie en trading, c'est juste après le jingle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est la première fois que vous me rejoignez, également de me laisser un petit pouce comme ceci, ça fait toujours plaisir. Je réponds à 100% des commentaires, même sur les vidéos qui sont très populaires, même si j'ai des centaines et des milliers de commentaires. Pour l'instant, eh bien, je le fais avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à m'écrire. Également, avant de commencer, je souhaitais vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, parce que oui, nous sommes déjà plus de 10 000 abonnés sur cette chaîne. C'est quelque chose pour moi qui est énorme. Je pensais absolument pas qu'on atteindrait ce chiffre-là. Donc 10 000 abonnés, bravo et merci beaucoup à vous. Et donc on est parti pour cette vidéo tuto et on va commencer par le plan. Alors qu'est-ce que c'est que le biais de trading? Je vais vous donner en fait un petit historique, d'où vient cette expression, d'où vient ce terme. Ensuite, nous allons voir un petit peu les impacts sur le marché. Qu'est-ce que le biais de survie en trading? Nous allons regarder également les impacts sur la psychologie et ensuite parler des solutions. On est parti. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner des exemples très simples. D'abord, en fait, on peut commencer avec tout ce qui est construction et architecture. On pourrait dire que les bâtiments centenaires, millénaires sont très solides. Ils sont toujours là à l'heure actuelle. Et une fausse conclusion serait de dire qu'avant, effectivement, on construisait de façon beaucoup plus qualitative. Si ces bâtiments historiques sont encore debout, si vous les voyez, eh bien, ils ont traversé effectivement les siècles. C'est ça, en fait, le biais des survivants. Le biais des survies, c'est le fait, effectivement, de constater qu'un certain nombre, alors c'est valable en architecture, hein, mais c'est valable également en musique, un certain nombre d'œuvres musicales ont traversé les siècles. Ce sont des magnifiques œuvres, elles sont très solides, oui, mais vous ne prenez pas en compte toutes les œuvres musicales qui ont été faites avant, qui n'étaient pas qualitatives, cas qui n'ont pas retenu votre attention, ou l'attention en tout cas des personnes de l'époque, ou tous les ouvrages d'art qui n'ont pas traversé les siècles, qui ont été bombardés, etc. etc. Donc c'est ça le biais de survie. Donc dans la slide, c'est une surreprésentation des survivants. Et je vais vous donner donc des exemples plutôt liés au trading, au sujet qui nous intéresse. Par exemple, les traders ou les fonds gagnants, donc ceux que vous connaissez, ceux qui ont traversé les temps et qui sont toujours connus à l'heure actuelle. Vous en avez quelques-uns. Par exemple, les traders ou des fonds, des hedge funds que vous connaissez. Très certainement, vous les connaissez parce que ce sont des gagnants, parce qu'ils sont là depuis des années. Vous ne connaissez pas forcément ceux qui ont disparu ou qui étaient là pendant 5-10 ans, qui ont périclité parce que voilà, ils se sont fait racheter ou autre chose. Donc ceux-là vont moins retenir votre attention. Donc également, vous avez le fait qu'il n'y a que les survivants qui peuvent témoigner. Ceux par exemple qui ne sont pas, qui sont plus là, ne peuvent plus témoigner. Donc vous ne pouvez pas avoir accès même à de l'information. Donc de ce fait, voilà ce que je marque, on ne prend en compte que les gagnants et plus les perdants qui ont disparu. Et donc ça implique un biais statistique en faveur de ce qui est visible. Et vous allez retenir effectivement votre attention par rapport à ce qui est visible, à ce qui reste. Également, si on se parle de trading toujours, vous avez des entreprises qui sortent d'un indice. Par exemple, si on prend le SP500, donc les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, eh bien, c'est un indice qui est vivant. C'est-à-dire que vous avez les 500 capitalisations des entreprises les plus performantes. Quand vous avez des marchés qui montent alors qu'en pleine crise économique, les marchés, en fait, quand vous dites les marchés, c'est le SP500 peut-être, vous avez l'impression que la bourse monte, mais en fait, c'est les 500 entreprises les plus performantes qui montent. Et peut-être que vous avez une crise économique sans précédent qui va toucher les PME, qui va toucher les TPE. Et forcément, vous aurez un autre son de cloche par rapport à ça. Donc les entreprises qui sortent d'un indice, elles ne sont plus là pour témoigner. Donc voilà, c'est ce que je marque ici. Le SP500, donc chaque année, vous avez des nouveaux entrants et des entreprises donc, qui sortent également. Et donc ces entreprises-là, toutes les entreprises qui sont médiocres, forcément sont négligées et donc au bout d'un moment ne sont plus prises en compte dans ce qui est très visible. Si on est, le SP500 est plus visible que le Russell 2000, Russell 3000. Pareil avec le DAX 40, vous allez voir les 40 capitalisations boursières de la bourse de Francfort. Voilà, donc les entreprises les plus importantes. Et quand vous avez des entreprises qui disparaissent, je suis sûr, si je vous demande une entreprise qui a disparu du DAX 40, vous ne saurez pas me dire, et même moi d'ailleurs, je ne sais pas, je peux vous dire celles qui y sont. Celles qui ont disparu, non, je ne m'en souviens pas ou je ne les ai pas en tête. Donc l'impact, c'est vous avez une probabilité de faire plus attention à ce qui survit et donc de prendre une décision
qui est biaisé et donc toute décision qui est basée sur un biais est donc mauvaise, en tout cas en trading. Avant de passer à autre chose, je voudrais faire une digression sur une histoire de chat. Je sais que ça intéresse, ça intéresse souvent beaucoup de monde, les histoires de chats et de chiens. C'est quelque chose que j'ai lu sur internet. Il y a une étude qui a été réalisée qui dit que les chats qui tombent, bon c'est un drame, hein, qui tombent par exemple d'un appartement inférieur à 6 étages se blessent plus gravement que les chats qui tombent d'une hauteur d'étage plus élevée. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, enfin en tout cas des hypothèses qui ont émergé, qui disaient qu'effectivement, au-delà de 6 étages, le chat au bout d'un moment se détend, donc il devient mou vers la fin de sa chute, et donc ça lui permettrait de résister, de survivre plus facilement, parce qu'il est détendu, voilà, il est moins crispé. Donc voilà, c'est une hypothèse qui était sortie à une époque, je ne sais pas d'où. Et en fait, quand on confronte le biais de survie à ça, on s'aperçoit que, évidemment, les chats qui ont survécu d'une chute de plus de 6 étages sont là pour témoigner. Ce chat-là est vivant, il a survécu à sa chute, et donc c'est beaucoup plus simple de prendre en compte ces cas-là. Donc les chats morts d'une chute de plus de 6 étages, eux, décèdent, peuvent ne pas être pris en compte dans les statistiques. C'est ça le biais de survie, c'est le fait de ne regarder que la partie positive. Donc les impacts sur les marchés, si on revient sur les marchés, donc une entreprise qui est cotée peut disparaître à tout moment. Pourquoi? Tout d'abord, vous avez une liquidation, d'accord? L'entreprise n'est plus rentable, elle peut disparaître, donc elle était, mettons, cotée en bourse, elle a un ticker, elle est dans un indice éventuellement, et donc elle disparaît, elle a été liquidée. Elle peut également avoir été rachetée par une autre entreprise cotée, donc réintégrée à son capital. Elle peut avoir fusionné avec une autre entreprise et donc éventuellement se nommer différemment, avoir un autre ticker. Elle peut avoir changé de nom, par exemple, vous avez un Facebook qui est devenu Meta, pour les plus gros exemples, mais ça c'est quelque chose d'assez courant. Bref, vous avez plein de raisons qui font que une entreprise en 1920 qui serait, enfin si je prends les grosses entreprises, je prends du Coca-Cola, du Google, du Facebook, des entreprises qui sont là depuis quand même pas mal d'années. Donc si on prend en fait 10 ans en arrière une entreprise, eh bien les chances que cette entreprise-là disparaisse au bout de 3-4 ans sont quand même assez grandes. Le prisme avec lequel vous allez étudier les entreprises actuelles, forcément c'est un biais parce que vous allez voir uniquement les survivants, ceux qui sont là sur le marché depuis longtemps. Alors forcément, si on prend de la performance des entreprises qui n'ont pas survécu, eh bien cette performance était moins bonne, hein, fatalement. Donc ça a l'air assez basique de dire ça, mais c'est pour vous dire que voilà, à contrario, les entreprises qui ont survécu sont forcément donc performantes. Et c'est ça, le biais de survie, c'est quelle aurait été votre performance. On va prendre un exemple très simple. Vous avez un screener, vous avez ProScreener, vous vous êtes fait donc un petit screener qui vous renvoie sur 1000 stocks US, 1000 actions des États-Unis, les opportunités, d'accord? Donc vous avez, je ne sais pas moi, un pattern qui vous est cher, mettons, prenez le super trend, voilà, appliqué au swing trading, le super trend, vous avez un pattern, et donc le pro screener vous dit quelles sont les opportunités ici et maintenant parmi les 1000 actions cotées à la bourse de New York. Vous allez avoir un certain nombre de résultats. Vous avez la possibilité avec ProScreener de faire tourner en fait cette analyse-là, ce screener, dans le passé. Vous pouvez vous recaler à J-1, J-2, J-N dans le passé. Et donc en fait, plus vous allez aller dans le passé, et moins vous allez avoir d'opportunités. Pourquoi? Eh bien parce que les entreprises qui existaient là depuis 2-3 ans, peut-être qu'elles n'existaient pas avant. Vous avez les survivants, ceux qui ont, ou en tout cas ceux qui ont apparu il n'y a pas très longtemps et qui sont performants, qui sont toujours là dans les indices mondiaux. Donc ça c'est déjà en fait une explication. Et si vous vous recalez avec votre screener, mettons 10 ans en arrière, vous allez avoir absolument très très peu d'entreprises et donc votre backtest va être biaisé. Vous allez avoir la performance des entreprises à l'heure actuelle, celles qui ont survécu. Si vous regardez dans le passé, vous allez avoir très peu de cas et donc vous n'aurez pas suffisamment d'éléments statistiques pour valider votre stratégie. En général, c'est pour ça qu'on utilise des screeners. Donc l'impact sur votre psychologie également, c'est quelque chose à prendre en compte. Par exemple, des traders qui postent leurs résultats sur Twitter ou d'autres forums, enfin, que ce soit des traders, que ce soit des entreprises, des gens qui proposent des robots, eh bien, ne vont vous montrer que les performances positives très souvent. C'est normal, hein. C'est humain, on a envie de montrer le meilleur de soi, d'accord, la meilleure facette de sa personnalité, ses meilleurs résultats. Mais ça induit un biais, c'est-à-dire c'est le biais que tout le monde autour de vous a du succès, tout le monde est bon, tout le monde réussit dans n'importe quelle condition de marché, ça n'est absolument pas vrai. On a tous des passages à vide, on a tous des périodes un petit peu plus noires, avec des résultats évidemment médiocres. Donc ça, par exemple, ça peut influer également sur votre psychologie, puisque ça peut vous encourager, vous inciter à trader des marchés. Par exemple, vous vous dites, si X, Y ou Z a trouvé 300 points sur le marché, moi j'ai rien vu aujourd'hui,
je suis nul et donc je vais aller sur les marchés pour essayer de me prouver que je ne suis pas finalement nul, que j'appartiens à la meute, que moi aussi je suis un bon trader. Donc ça, vous voyez, c'est un biais psychologique également. Vous êtes en fait victime du biais de survie et ça vous incite à prendre des mauvaises décisions éventuellement, ou en tout cas à vous dire que tout le monde autour de vous est une star et vous êtes nul. La solution au biais de survie, si on s'intéresse donc au trading, mettons vous avez envie d'investir dans un fonds, vous avez bien une stratégie. On a parlé du ProScreener, vous avez une stratégie que vous backtestez, et je vous ai dit, ce backtest-là, il est forcément biaisé, vous allez forcément rencontrer ce fameux biais de survie. Alors c'est très difficile de passer outre, on tombe tous dedans. Par contre, vous pouvez quand même essayer de trouver des angles d'attaque pour vérifier si celui-ci, ce biais de survie, n'est pas trop présent, n'est pas trop important, n'impacte pas trop votre stratégie. Prenez un horizon de temps assez grand, 10, 20, 30 ans, d'accord, le plus grand possible évidemment. Si vous êtes sur des stratégies de scalping, ça ne sera pas possible d'avoir autant d'historique. Il va vous falloir énormément de données, mais ça se paye et vous pouvez les trouver. Prenez par exemple 50 entreprises solides dont vous savez qu'elles étaient là il y a 10, 20 ou 30 ans. Je sais pas, vous prenez du Coca-Cola, vous prenez voilà, des grandes entreprises par exemple américaines et vous regardez, donc mettons sur ces 50 entreprises, vous regardez en fait les résultats par rapport à votre stratégie. C'est-à-dire qu'au lieu de scanner un panel de 1000 actions, vous allez scanner vraiment, vous allez exécuter votre stratégie sur un grand horizon de temps, mais sur un petit échantillon d'entreprises. Et donc vous allez regarder déjà les résultats, ça va vous donner déjà un indice, c'est-à-dire est-ce que vous êtes rentable sur des entreprises qui sont là depuis tout le temps. C'est pas suffisant, c'est bien, il va falloir faire une autre chose, vous allez prendre 30, 40 entreprises ou 50 qui ont existé, mais qui ont disparu. En fait, ça, c'est un sujet que je pose parce que j'y suis confronté, moi, personnellement. J'y suis confronté. Je fais du trading algorithmique. Je me pose des questions sur ces biais de survie. À chaque fois, j'essaie d'être le plus critique par rapport à moi-même et de savoir qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Et donc, je discute avec des personnes autour de moi, avec des traders, avec des fonds, avec des professionnels. Et j'essaie d'avoir cette réflexion-là. Comment je peux ne pas être soumis au biais de survie? Comment je peux vérifier que si ma stratégie gagne, c'est parce qu'elle pourrait gagner effectivement dans telles conditions de marché, que je ne suis pas trop soumis en fait au biais des survivants. Donc, vous prenez 30, 40 entreprises qui ont existé mais qui ont périclité, qui ont disparu, qui sont fait racheter. Les Lehman Brothers, les Enron, les BlackBerry, les Dell, vous avez des entreprises qui ont existé, qui ont arrêté, qui ont été rachetées, qui ont de nouveau été là. Vous avez plein de situations différentes. Et vous, sur ces 30-40 entreprises, sur la période où elles ont existé, vous exécutez votre backtest. Vous regardez les résultats. Donc ça peut être manuel, un backtest, pas forcément dans ProScreener. Vous pouvez visuellement regarder, que ce soit dans ProRealTime ou TradingView. Donc vous avez pas mal d'historique déjà dans ProRealTime. Vous regardez et là déjà vous allez avoir, si vous avez des résultats qui sont bien médiocres, et bien très certainement le biais de survie était là pour vous dire voilà, vous auriez gagné dans des conditions de marché idéales. Par contre, avec des entreprises qui performent moins bien, des entreprises qui ne sont pas en haut du tableau, eh bien vous avez gagné beaucoup moins d'argent. Un autre exemple qui me vient en tête, par exemple, si vous prenez les SP500, c'est déjà en fait un premier test. Regardez des entreprises qui ne font pas partie du SP500, qui sont dans le Russell. Vous prenez, mettons, 150 entreprises au hasard. D'accord? Donc ce sont des entreprises qui ne font pas partie du SP500, donc qui sont forcément plus petites, moins performantes. Vous les prenez vraiment au hasard et vous construisez votre backtest dessus, vous regardez un peu les résultats. Déjà là, vous allez avoir des résultats déjà plus diversifiés et ça vous donnera déjà une meilleure indication sur votre stratégie. Oui, donc deuxième point, regardez également le SP500 il y a 10 ans, c'est-à-dire que le SP500 il évolue plusieurs fois dans chaque année. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre en fait un SP500 tel qu'il était il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, et vous le gardez tel quel et vous exécutez votre backtest. Donc vous allez avoir des entreprises forcément petit à petit qui vont disparaître, mais au moins vous allez prendre en compte ces entreprises-là au fur et à mesure qu'elles sortent de l'indice, qu'elles périclitent, qu'elles sous-performent, mais vous les gardez. C'est-à-dire que ce SP500-là, c'est un périmètre constant, et ces entreprises-là, vous les suivez, vous faites votre backtest sur 20 ans avec ce même périmètre. Donc forcément, chaque année, vous allez avoir de moins en moins d'entreprises, mais au moins vous allez prendre en compte le fait que ces entreprises vont avoir des comportements de sous-performance avec le temps. Ce qui n'est pas le cas avec les entreprises qui sont toujours dans le SP500. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce biais de survie. J'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé. Moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Si on veut vraiment se passer du biais de survie de façon industrielle, mécanique, c'est difficile. Même les plus gros institutionnels ne le font pas. C'est un travail d'orfèvre, c'est un travail de fourmi. Mais il faut s'y intéresser. Et donc, ça peut également avoir un impact. Vous pouvez en retenir des choses importantes au niveau de la psychologie, je l'ai dit.
les choses que vous voyez autour de vous, forcément, c'est beaucoup de positifs et peu de négatifs. Intéressez-vous à la partie négative, intéressez-vous également aux échecs des autres. On apprend énormément, et ça, c'est toute la psychologie d'un trader, également écrivain, qui s'appelle Nassim Taleb, qui a écrit 2 superbes ouvrages qui s'appellent Le signe noir et antifragile, et donc il traite vraiment de ces sujets-là. Voilà, on en reste là pour ce petit point. On passe au coin des nouvelles. Alors vous le savez, si vous souhaitez rejoindre les compagnons traders, vous avez le Discord sur lequel nous échangeons régulièrement. Vous avez des canaux privés sur ce Discord-là si vous faites partie de mes élèves. Également, je voulais savoir si vous seriez intéressé par un séminaire de trading à Paris qui s'adresserait pas à des grands débutants, mais à des personnes qui ont déjà tradé, qui ont un compte chez un broker et qui souhaitent monter en compétence sur 4-5 jours en fait. On va se parler en fait de plusieurs disciplines, on va faire un petit peu de beaucoup, donc scalping, également day trading, swing trading et un petit peu de backtesting. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser en présentiel, j'ai un très bon souvenir de mon dernier passage à Paris en présentiel, même si c'était des conditions difficiles, en espérant qu'ils ne nous remettent pas beaucoup de bâtons dans les roues, des passes sanitaires et autres. Si c'est possible, je le ferai avec grand plaisir, courant juin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Enfin, c'est pas une inscription, c'est juste de l'intérêt, si vous trouvez un intérêt à cela. Voilà, puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à tout à l'heure pour la vision marché. Ciao.